Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de... On va commencer par finalement Sound of Freedom, décidément. Sound of Freedom donc, est sorti en France depuis mercredi dernier. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui ont l'air déçus. Ben oui, moi le premier, souvenez-vous, dans mes vidéos, j'avais fait la petite critique assez rapide de ce film en disant que finalement le film, dans sa forme, n'avait rien d'exceptionnel. Sa mise en scène, sa réalisation, son montage sont assez classiques, assez banals. Mais ce qui interpellait le film, c'est le fond du sujet. C'est-à-dire les réseaux pédophiles, les réseaux criminels d'enlèvement d'enfants, etc., et qui soulevait la question, comment se fait-il que les autorités américaines ne sont pas plus enfreintes à essayer de lutter contre ce problème. Voilà ce que Sound of Freedom posait comme postulat. Évidemment, souvenez-vous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'avais fait une vidéo justement pour expliquer la chose. Le film était à l'origine un projet qui était dans les tiroirs de la Fox. La Fox ayant été rachetée par Disney, finalement le projet évidemment n'est pas du tout dans la politique ou dans l'idéologie de Disney, donc le projet avait fini dans les tiroirs. Et c'est une société de production, Angels, qui a acheté les droits d'adaptation. Angels, qui est une société de production américaine, comme il en existe certaines, qui sont spécialisées plus ou moins dans la production de films plus ou moins religieux, voire conservateurs. Mais, à la rigueur, nous sommes aux États-Unis et les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Tu as la liberté de créer une société de production orientée idéologiquement, politiquement ou soutenant des idéologies politiques. Alors, évidemment, ça peut choquer un certain nombre de Français de voir un film produit par une société de production conservatrice, mais à la rigueur, quand vous avez Disney, qui est une société de production très clairement affichée, progressiste, très progressiste même, pourquoi accuser les uns et ne pas accuser les autres dans leur existence idéologique? Mais, ceci dit, ça ne retire en rien le côté du film. Donc d'autres ont commencé à attaquer le film sur le fait que Caviezel, l'acteur principal, est un pro-Trump, voire assimilé à des idéologies QAnon. Alors je ne vais pas me relancer dans la polémique et le débat des QAnon, etc. C'est un mouvement qui a une fâcheuse tendance un petit peu à mettre les pieds dans le plat sur certains sujets que les progressistes aiment bien de temps en temps cacher sous le tapis, non sans être confrontés aussi à l'écueil que dans les QAnon, il y a aussi beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'approximations, il y a beaucoup de décontextualisation, de déconstruction de certaines vérités pour servir, bah oui, en effet, l'idéologie ou la pensée conservatrice. À partir du moment où vous savez ça, ce qui sort de ces milieux-là, vous êtes à même de savoir faire le tri. Mais, évidemment, le film en lui-même n'est pas un chef-d'œuvre. Mais c'est un film qui, en effet, suscite un questionnement. Là-dessus, il y en a certains sur les réseaux sociaux qui disent « Oui, mais on n'a pas attendu le cinéma américain pour aborder les sujets. Récemment, il y a certains films français qui abordaient le sujet, etc. » Alors en effet, sauf que le problème, c'est que majoritairement, ce sont des films qui n'ont pas une grande promo ou qui n'attirent pas le plus grand nombre. Or là, il se trouve que les polémiques autour de ce film Silence of Freedom ont attiré l'attention d'une certaine portion de la population française qui a été interpellée et qui même encore aujourd'hui, une fois qu'ils ont vu le film, se disent oui, en effet, le thème du film, ou tout du moins le fond du film interpelle, mais on ne comprend pas toute la polémique qu'il y a eu autour de ce film-là. Mais oui,
tout simplement parce que le film est intrinsèque à la culture américaine et que par rapport à la culture française, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi ce film a fait autant de polémiques, puisque finalement il ne fait que rapporter un sujet que le cinéma français a aussi abordé d'une certaine manière. Et la personne d'ailleurs sur Twitter me donne des exemples de films, alors de films qui datent de 2023, 2018, 2013, et je lui réponds, je lui dis mais vous savez, bien avant cela, je dirais même sans trop être dans le consensus, dans la complaisance, le cinéma français a su aborder aussi ces problèmes. Je rappellerai par exemple le film avec Miu Miu, une femme flic, ou je rappellerai aussi Jean-Pierre Mocky, qui a à son actif 2 films qui ont été censurés et qui abordaient justement ces aspects de sphère politique ou de sphère élitiste qui sont dans le péché charnel, dans le péché originel. Donc oui, alors quel a été le score de ce film au box-office français? Ça, on le saura la semaine prochaine, mardi prochain, pour savoir. Alors je crois qu'il y a un peu plus de 200 copies qui vont tourner en France. On verra la semaine prochaine et on verra dans 2 semaines combien le film a perdu de fréquentation, combien il a perdu de salles, puisque ça aussi c'est important. Et d'ailleurs, c'est un des éléments de langage que j'ai utilisé. Là, j'ai sorti un petit peu mon professionnalisme vis-à-vis de cette personne sur Twitter. Je dis oui, mais vos films, vos exemples, j'ai envie de dire, c'est des exemples de films qui sont tout souvent destinés à des cinémas d'art et essai, et qui ont en plus de ça, même s'il y a 100, 150 ou 200 copies, c'est des films qui perdent 50% de leurs écrans après une semaine d'exploitation, parce que justement, ne font pas d'entrée. Et là-dessus, il me répond aussi, c'est des films qui font des entrées, etc. Je dis oui, ils font des entrées, parce que des cinémas réussissent à les garder plus d'1 mois. Plus d'1 mois, c'est... Non, évidemment que le film peut faire des entrées. Et là-dessus, il me dit oui, regardez, Police, ça fait 1 500 000 ou 2 500 000 entrées, etc. Je dis oui, mais sauf que Police, le film de Mai Wen, lui, a eu une promotion, une couverture commerciale non négligeable, puisque c'est vrai qu'on les a vus partout, sur tous les plateaux télé. En plus, le film avait bénéficié, je crois, il avait été présenté au Festival de Cannes, si ma mémoire est bonne. Et puis le film est d'une certaine qualité, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc le bouche à oreille pour ce film a bien fonctionné, ce qui a fait que dans le temps, le film a fait plus de 2 millions d'entrées. Mais voilà, c'est un cas d'exception, contrairement à d'autres films qui ne fonctionnent pas. Donc on verra finalement si Silence of Freedom a eu un impact réel sur le public français ou pas. Donc réponse à peu près la semaine prochaine. On reste dans le cinéma avec un autre film avant que les feuilles ne tombent, je crois le titre, quelque chose comme ça. Mais c'est un film qui reprend en fait, qui est une adaptation sur l'histoire des Traoré, d'Adama Traoré, d'Assa Traoré, etc. Interprété par Carmela Jordana. Carmela Jordana, on en a déjà parlé, une actrice somme toute moyenne, parce que moi j'ai vu quelques-uns de ses films, très sincèrement, force est de constater que c'est pas une grande actrice. Et de fait, le film évidemment est sorti depuis plus d'1 semaine, et son nombre d'entrées est évidemment catastrophique. Catastrophique dans le sens où je crois ils sont à 18 spectateurs par séance. Donc ce qui est vraiment ridicule. Sauf qu'évidemment, premièrement, c'est un film qui se fait un petit peu allumer parce que, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que c'est un film qui a bénéficié, je crois, d'un budget de 2,5 millions d'euros. Sauf que sur les 2,5 millions d'euros, il y a 900 000 euros qui sont de la subvention publique. Mieux que ça,
le réalisateur a été un petit peu bousculé sur le fait pourquoi est-ce qu'il n'a pas tourné le film plus simplement là où il y a des infrastructures, comme par exemple la région parisienne, ce qui collerait peut-être plus à l'histoire du film. Et au final, le film a été tourné à Strasbourg. Pourquoi à Strasbourg ? Tout simplement parce que le réalisateur a reçu une subvention de la région Est. Évidemment, si vous recevez une subvention de la région Est, vous tournez le film dans un endroit de la région Est. Là, bien sûr, on est logique, on est cohérent. Si tu reçois de l'argent public d'une région, le moindre des choses, c'est de tourner le film dans la région en question. C'est le deal. Sauf que, évidemment, le film ne marche pas. Et si le film ne marche pas, il y a une raison. C'est tout simplement parce que le spectateur français est raciste. Oui, non mais on l'a déjà entendu, celle-là. Quand un film parle de problèmes de société sur le racisme, sur la diversité, sur l'homophobie, sur l'LGBTQ+, si les films se ratament au box-office, c'est forcément parce que le spectateur lambda est raciste, est homophobe, est islamophobe. C'est de notoriété publique. Le fait que peut-être le film est mauvais, ou peut-être parce que le sujet n'intéresse pas le plus large public, ça leur passe au-dessus. C'est tellement plus simple de mettre ça sur le dos du racisme pour se faire victimiser du non-succès de leur film. Sauf que ce film-là rentre aussi dans la ligne de quelque chose qui est tombé il y a quelques mois maintenant, qui est le fait que la Cour des comptes a commencé un petit peu à regarder d'un peu plus près les dépenses de subvention du cinéma français et a constaté que le CNC, comme le ministère de la Culture, a une fâcheuse tendance à avoir une gestion pas forcément très transparente sur comment est allouée la subvention à l'aide au cinéma. Sous-entendant qu'il y a beaucoup de subventions qui sont données à beaucoup de films qui n'ont pas ou très peu de potentiel de retour sur investissement. Alors certains diront oui, mais non, le cinéma français, c'est le 7e art, on ne fait pas du cinéma pour faire du commerce ou de la rentabilité. Oui, d'accord. Mais il y a un moment donné où le contribuable, lui, il n'a pas envie de financer 200 films sur les 300 qui sortent dans l'année, sachant que même sur les 300, il y en a à peine une vingtaine qui vont être rentables. Tous les autres, ça va être déficitaire. Et que si les ventes à l'international, si les ventes en droit audiovisuel réussissent à faire rentrer de l'argent dans les caisses des producteurs et des distributeurs, néanmoins, ces films, d'où la raison de la polémique concernant le streaming, finalement, le streaming est peut-être beaucoup plus avantageux parce que le streaming, il paye cash. Donc vous n'êtes pas tributaire, vous n'êtes pas dépendant du succès du film au box-office, puisque vous avez déjà un diffuseur qui, lui, est prêt à claquer 10, 15 millions d'euros pour acheter, ou même parfois cofinancer un film. La logique. Donc évidemment, les exploitants derrière, ils font la gueule, parce qu'il y a certains films qui ne sortent pas chez eux. Mais j'ai envie de dire, peut-être que parce que le modèle économique aujourd'hui est en train de changer. Et je dirais même, a changé. Alors évidemment, il y a toujours des puristes, et les puristes, tant qu'ils font des films qui fonctionnent bien, ont tout intérêt à continuer à garder le cycle d'une exploitation salle en priorité avant l'exploitation et la distribution sur les autres supports de diffusion. Je prends l'exemple de Christopher Nolan, par exemple. Christopher Nolan fait partie de ces réalisateurs qui restera toujours fidèle à ce que ses films soient diffusés en salle. Tout comme Ridley Scott, à l'heure actuelle, avec son Napoléon, aurait pu très bien se faire cofinancer par Netflix
ou Amazon pour sortir ce film en exclusivité sur ces réseaux streamers. Et voilà. Donc, néanmoins, la Cour des comptes soulève quand même le tapis sur des pratiques financières au sein du système de subvention du cinéma français, où il semblerait qu'on a plus fâcheuse tendance à financer par copinage, voire copinage idéologique, plutôt que de financer des projets qui ont un potentiel de viabilité, d'exploitation sale. Parce que Dieu sait qu'on en a des génies. Dieu sait qu'on a des jeunes réalisateurs, des jeunes monteurs, des jeunes techniciens, des jeunes acteurs et actrices, réalisatrices. Moi, je peux vous dire, par expérience, que il est impressionnant de voir comment le cinéma américain a pu siphonner un grand nombre de professionnels français dans beaucoup de secteurs de la production et de l'industrie cinématographique. Parce que ces Français n'ont pas eu la possibilité ou l'opportunité de pouvoir travailler en France dans le cinéma français. Parce que, chasse gardée, parce qu'il faut être intronisé dans la sphère du cinéma français. Si tu n'y es pas intronisé, bah tu réussis pas. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que subventionner des tonnes de films français, c'est aussi un moyen, finalement, d'acheter la paix sociale, c'est-à-dire de faire travailler des gens du cinéma, de faire travailler tous les métiers du cinéma. C'est-à-dire que finalement, l'État subventionne des métiers pour une entreprise qui, en réalité, n'a aucune vocation lucrative. Et qu'au contraire, ça coûte la peau du cul, mais au moins on a la satisfaction de sortir 200-300 films en moyenne par an. Et de sauver le cinéma français. Sauf que le cinéma français, même s'il s'exporte plutôt bien, avec un certain nombre de films, le cinéma français pourrait mieux s'exporter s'il arrivait à pouvoir ouvrir un champ de possibles, un champ de proposition, d'originalité, faire peut-être un peu plus de cinéma de genre, d'ouvrir un peu plus le champ à des réalisateurs créatifs dans des domaines de la comédie, du policier, du thriller, voire même des films comme on sait en faire, des films avec des sujets quand même qui dérangent, oui. Sauf que, malheureusement, même dans le cinéma français, vous avez souvent des chiens de garde qui font en sorte que votre projet cinématographique coche un certain nombre de cases. Et ça, c'est de plus en plus flagrant. Il faut que votre film coche les cases de la diversité. Il faut que votre film coche les cases de la représentation des minorités. Il faut que votre film coche les cases de la mise en avant de la communauté LGBTQ+. Il faut que votre film coche les cases du progressisme ultralibéral. Tout ce qui est conservatrice, tout ce qui est conservateur, tout ce qui est trop historique par rapport à la France. On l'a vu avec le film Gloire ou mourir. Même si le film a été produit par le Puy du Fou, même si Puy du Fou c'est De Villiers, même si De Villiers est plutôt monarchiste, conservateur. Comme je vous l'ai dit, le problème c'est que ce n'est pas seulement que Gloire ou mourir, c'est quasiment tous les films aujourd'hui historiques qui attirent le mépris de certaines critiques. Et d'ailleurs, la preuve en est, le Napoléon de Ridley Scott, toutes les critiques les plus véhémentes, les plus acerbes, sont toutes à 100% émanant de gens dont on sent très bien leurs orientations politiques et idéologiques. Donc la question quand même du financement
du cinéma français, aujourd'hui, elle est posée. Elle est d'autant plus posée quand vous avez aujourd'hui un contexte d'inflation galopant, un contexte social et économique extrêmement explosif, et que quand vous avez des artistes qui ramènent leurs fraises pour vous faire des leçons de morale, alors que ils sont quand même, tout du moins ils tirent leur profit grâce à la subvention publique, et donc de l'argent public, et donc de l'argent du contribuable, on a envie de dire par exemple à quelqu'un comme François Berléand, lui dire que la prochaine fois que tu diras que des vaccinés sont des connards, etc., écoute, les non-vaccinés, on va leur dire d'arrêter de payer leurs impôts. Hein? Moi, je serais, par exemple, je serais très motivé de pouvoir permettre de donner le choix à chaque contribuable de définir où son argent, où ses impôts doivent aller en priorité. Je peux vous dire que si jamais on vous donnait le choix de donner 5 priorités où votre argent doit aller, il y a de fortes chances que le milieu de la culture française risque de sortir les Kleenex et de chier dans leur froc, parce que ça pourrait éventuellement engager un putain de coup de balai dans tous les arrivismes, dans toutes les cupidités qu'il y a dans ces milieux-là. Parce que je peux vous dire que j'en ai fréquenté des milieux artistiques. Je peux vous dire que même moi, en tant qu'artiste, j'en suis revenu, mais de très très loin. Parce que, vu la fumisterie qu'il y a dans ces milieux-là, surtout l'art contemporain, j'ai rien contre l'art contemporain. Je sais apprécier une œuvre contemporaine pour la technique, pour l'idée, pour la proposition artistique, etc. Mais il y en a d'autres. Mais t'as envie de dire, mais même un gamin de 5 ans, il ferait mieux. Je ne vais pas revenir sur le débat sur l'art contemporain. Je vous ramènerai à aller voir sur YouTube la vidéo de Franck Lepage qui vous explique très très bien les origines et les ambitions de l'art contemporain à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, même avant la Seconde Guerre mondiale. Vous verrez que c'est pas anodin. Donc le cinéma français aujourd'hui est sous la cible évidemment de critiques sur la façon dont est gérée la subvention au film. Mais bon, vous inquiétez pas, y a des gens suffisamment bien placés pour faire en sorte que ce que la Cour des comptes a soulevé finisse sous le tapis. Parce que je rappelle que même si la Cour des comptes a une certaine partialité, une certaine indépendance, elle n'a finalement pas de pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de punir, elle n'a pas le pouvoir de lancer une procédure administrative, elle n'a pas le pouvoir de faire des procédures juridiques. C'est un organisme de contrôle qui rend des rapports, mais à la limite, les rapports, on peut se torcher le cul avec. Il n'y a rien, ni aucune conséquence, tant que soit des élus, soit le Parlement, soit des ministres, soit des organismes qui, eux, ont un pouvoir de saisir la justice, ne prennent fait et cause avec ces rapports. Alors, des fois, ça arrive, des fois, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des politiciens, il y a des élus qui saisissent la justice ou qui demandent des commissions d'enquête auprès du Parlement par rapport à, justement, ces rapports de la Cour des comptes. Ça arrive, de temps en temps. Mais malheureusement, ça arrive avec derrière toujours une certaine motivation politique. Donc voilà un petit peu la situation par rapport au cinéma aujourd'hui. Force est de constater que depuis la Covid, on essaye d'éponger un petit peu les dégâts, sauf que la fréquentation reste encore relativement faible. On a des propositions aujourd'hui en matière de programmation qui s'appauvrissent. Preuve en est, vous avez le fameux Marvels, le dernier film de la licence Marvel qui s'est littéralement fait exploser
au box-office américain lors de son premier week-end, qui a été le plus mauvais démarrage, je crois, de toute l'histoire de la licence Marvel, qui compte aujourd'hui 33 films. Je crois que le film a fait 47 millions de dollars de recettes aux États-Unis, alors que les 2 films les plus mauvais démarrages, c'était Ant-Man, le premier, qui faisait 57, et Incroyable Hulk, qui est un peu plus ancien, qui avait fait 55 millions. Mais voilà, je veux dire, on en a déjà parlé, Disney, de toute façon, tant que Iger n'aura toujours pas compris qu'il va falloir arrêter de faire de la complaisance et du consensus communautariste vis-à-vis des minorités, et qu'il n'aura pas recouvré l'essence même de la culture Disney d'origine, qui est une culture universaliste. Mais là, très clairement, aujourd'hui, ça défend le LGBTQ+, ça défend la diversité, ça veut bouffer à tous les râteliers, hein, finalement. Marvel ferait mieux de s'inquiéter, parce que ça fait quand même plusieurs tôles qui se prennent depuis maintenant 2 ans. Et peut-être que, et d'ailleurs Warner, hein, pareil, hein, Warner avec Flash, je pense qu'ils ont compris que les films de super-héros, ça fait depuis 20 ans qu'on en bouffe à toutes les sauces. Aujourd'hui, peut-être que le public, il a envie de voir autre chose. Peut-être que le public aujourd'hui, d'autant plus que je rappelle quand même que le Indiana Jones, qui était quand même une franchise, qui était considérée comme une valeur sûre, le film s'est littéralement cassé la gueule. C'est fait mais allumé de tous les côtés. Donc le marché du cinéma aujourd'hui, oui, il est en crise. Sauf qu'en France, on dit qu'il est en crise pour essayer de faire pleurer dans les chaumières, pour encore une fois de plus aller pleurer dans les jupes de l'État pour que l'État éponge les finances du cinéma français. Sauf qu'il y a un moment donné où si tout le monde qui est en partie subventionné vient pleurer dans les jupes de l'État pour compenser ses pertes, je pense qu'à mon avis, vous en tant que contribuable, vous n'allez pas être d'accord de voir le système continuer à financer, continuer à subventionner, continuer à arroser des gens qui ne rapportent plus rien, qui ne font pas rentrer de l'argent dans les caisses. Hein, de toute façon, sans parler uniquement du cinéma français, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui en France où il y a besoin de réformes. Et d'ailleurs, vous voyez la réforme au niveau des prestations sociales, sur l'AME, etc., ce que ça a secoué. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à arroser tout le monde. C'est pas possible. Ou alors on va droit vers une guerre civile, parce qu'il y a un moment donné où on va générer des différends, on va générer de l'injustice sociale, c'est-à-dire qu'on va plus financer des gens qui ne rapportent rien, qui ne contribuent en rien à la société, autant sur le plan économique, social, qu'idéologique, disons-le, et continuer à faire reposer la gabegie de ces financements sur le dos du contribuable d'une manière générale. Mais voilà, c'est le système français, c'est pour ça que moi je vous le dis franchement, je suis partisan pour un coup d'État institutionnel, pour installer une nouvelle République, c'est-à-dire ne pas faire une 6e République, c'est-à-dire pas reprendre la 5e République, changer 2 virgules et 3 points, c'est-à-dire confier ça à des gens qui seront toujours dans la même collusion. Non, il faut faire le ménage, il faut faire de la réforme de fond. Donc faire une réforme de fond, c'est quoi ? C'est changer tout simplement de constitution, c'est créer une nouvelle République. Une nouvelle République qui resterait évidemment sur le pilier fondamental de la République, qui est le préambule, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais tout le reste, on remet tout à plat. Mais ça fera l'objet ça a déjà fait l'objet d'une vidéo, je vous avais déjà expliqué ça. Et si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis quelques années sur justement une constitution de substitution. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Dans les commentaires,
à le dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce document. Ce document qui existe, qui est disponible, dont d'ailleurs ça fait depuis quelques semaines qu'ils ont émis la dernière version, parce que c'est évidemment, créer une constitution, ça ne se crée pas en 2 jours. C'est un travail de longue haleine, parce qu'on est obligé de faire attention à tous les détails et de faire intervenir des gens, des spécialistes institutionnels, des spécialistes constitutionnels, des spécialistes du droit international, etc., pour éviter que la Constitution, tout d'un coup, rentre en opposition avec du droit international. Sans évidemment remettre en question la souveraineté du peuple à disposer de lui-même dans son indépendance, dans son unité, dans son indivisibilité. J'insiste bien là-dessus. Donc voilà, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.